devrait démarrer. Je ne le vois pas apparaître pour l'instant. S'il a démarré. Voilà, il a démarré, c'est bon. Voilà, donc en termes d'agenda, un agenda assez simple, hein, quelques mots, d'introduction que nous ferons à 2 voix avec, Laurent Duès de la région Grand Est et ensuite, place vraiment, au concret autour du no-code avec, un temps, dédié plutôt à la démystification du sujet et ensuite un temps dédié à l'action concrète, donc avec des retours d'expérience made in Grand Est et nous souhaitons terminer, la séquence par un sondage, vous permettant de vous exprimer sur le sujet et sur toutes les dimensions, liées, au no-code. Donc voilà, avec 1 heure devant nous, donc nous allons veiller à être, très efficaces, Laurent, pour notre, mot d'intervention. Mais avant, juste quelques mots sur nos intervenants. Ça sera une intervention à 2 voix avec, dans un premier temps, Thomas Bonenfant, donc d'Allegria. Donc Thomas qui, est un entrepreneur, passionné, depuis 2015 avec déjà 3 sociétés à son actif. Il a acquis une expérience, précieuse en travaillant, dans des fonds, d'investissement pendant 2 ans et il a passé le cap vers le no-code en 2019. Il en est un passionné, aujourd'hui, se dédie pleinement à ce domaine depuis 2020 en cofondant Allegria, Group, qui est aujourd'hui, une entreprise qui regroupe, plus de 70 collaborateurs avec une présence, internationale, qui occupe une position de leader, en Europe des solutions no code. Voilà et donc Thomas, démystifiera pour nous, ce sujet et ensuite, donc notre deuxième intervenant, Christian Michel, donc lui Christian qui est dans l'entrepreneuriat, depuis 1985, qui est un passionné, d'innovation, qui s'est lui aussi tourné vers le no-code, dès 2019. Et vous verrez, il a plusieurs casquettes, à ses cordes, toutes liées, bien entendu, au no-code, et notamment à travers, un projet, qui est soutenu par la région, Grand Est et qui est incubé, au sein, de The Pool, un des incubateurs d'excellence de Quest for Change. Donc voilà, une double casquette au niveau des intervenants, dimension nationale, internationale et de l'autre côté, vraiment du concret, régional. Donc juste quelques mots, voilà, pour introduire ces propos. En premier lieu, pour nous, le no-code, c'est pas quelque chose de complètement nouveau. On s'y est pas intéressé il y a 2 mois. Moi, j'ai souvenir de nos premiers échanges, Thomas, courant 2021. Mais à cette époque, nous n'étions pas allés plus loin, sans nul doute parce que, il y avait d'autres sujets qui étaient, prioritaires quand on parlait de numérique, à l'époque. Je pense notamment à la cybersécurité ou à l'intelligence artificielle et c'est vrai qu'on a laissé un peu ce sujet de côté. Il s'avère, qu'aujourd'hui, en fait, nous pensons que nous sommes dans le bon timing pour vraiment remettre ce sujet sur le haut de la pile et le rendre, visible à travers ce premier webinaire. Entre autres parce que, il nous paraît, pleinement, aligné par rapport, avec l'ambition, de la région. L'ambition d'une part d'accélérer la transformation numérique et industrielle des entreprises, notamment par la mise en place de parcours de transformation à destination en particulier de PME et ETI. Et je parle sous couvert de mes collègues et notamment Romain Fer, collègue de la région qui sont là, et Romain Fer qui a en charge ces parcours de transformation.
Et la deuxième ambition de la région est celle de disposer une offre régionale suffisante pour couvrir les besoins des entreprises et surtout au meilleur niveau de l'état de l'art. Donc, on a vraiment deux piliers, les deux concernés par le no-code et qui incarnent la politique régionale en matière de transformation, le Business Act 2. Et à ceci se rajoute un point clé incontournable aujourd'hui, et je laisserai Laurent en dire quelques mots, qui est celui des compétences. Je te donne la parole, Laurent. Merci Isabelle, bonjour à tous. Effectivement, donc, la région a mis en place un parcours régional d'accompagnement des entreprises pour faire face aux transformations autour des transitions, qu'elles soient numériques, industrielles et environnementales. L'un des objectifs de ce parcours est d'accompagner la montée en compétences de tous les publics en adaptant l'offre de formation face à ces transitions en cours et à venir. Donc, concernant la transition numérique, on a une ambition qui est portée par nos élus de former 10 000 personnes par an aux besoins en compétences numériques grâce à une offre de formation à la fois initiale et continue adaptée. Comme vous le savez certainement, la région a une compétence plus spécifiquement sur le financement de la formation des demandeurs d'emploi. Pour autant, on travaille avec tous les financeurs de formation et vos branches professionnelles respectives pour tenter de répondre à cet enjeu. Donc, concernant spécifiquement les financements région des demandeurs d'emploi, on a développé fortement la politique de formation sur le numérique depuis le 2016 avec le partenariat qu'on a mis en place avec la branche professionnelle Numéum, en multipliant par 9 notre offre de formation. On est passé de 180 places à 1700 places par an depuis 2016. Plus spécifiquement sur la formation des développeurs, ça représente aujourd'hui 30 formations sur le Grand Est, 900 places et un budget de 6 millions d'euros. Pour autant, on fait le constat, on a un constat partagé qu'il y a toujours des difficultés de recrutement des entreprises sur le métier de développeur, avec aussi des problématiques de sourcing de candidats à l'entrée en formation, des fuites de compétences sur les zones transfrontalières qui sont attractives. Et ça nous semblerait judicieux de proposer en fait comme solution alternative des formations sur la technologie du no-code sur le développement informatique pour former des publics plus rapidement, puisque au lieu de former des ingénieurs sur 3 ans à partir du bac+2, on peut les former beaucoup plus rapidement sur des formations d'1 an. Et ça pourrait répondre à un certain nombre de besoins en compétences de certaines entreprises, qu'elles soient numériques, industrielles, ETI, start-up, etc. Voilà, et puis ça permettrait aussi potentiellement de diversifier les publics en attirant peut-être aussi plus de jeunes filles dans le numérique et l'industrie, c'est ce qui est une des fortes problématiques. Voilà. Donc aujourd'hui, en fait, l'objectif à travers ce webinaire, c'est d'avoir aussi, à l'issue des différentes présentations, un retour de votre part au niveau des entreprises sur vos besoins, sur votre intérêt à recruter des demandeurs d'emploi sur cette technologie no-code, ou plutôt monter en compétences aux salariés, ou les deux. Voilà, donc c'est d'avoir ce type de retour. Et si un intérêt se confirmait, la région peut accompagner en cofinançant la formation avec Allegria Academy, puisqu'on peut mettre en place des projets de formation sur mesure qui sont co-construits avec les entreprises volontaires, donc avec l'appui de nos 12 maisons de région en proximité sur le territoire. Voilà. Et puis si c'était plus des salariés qui vous intéressaient, ben là on fera le lien avec les différents OPCO, nos partenaires. Voilà, donc si vous n'avez pas de questions, je vais passer maintenant la main à Thomas Bonenfant, donc d'Allegria Academy, qui va tout vous dire sur le no-code. Il n'y aura plus de secret pour vous à l'issue de cette intervention.
Merci beaucoup, Laurent. Bonjour à tous et merci d'être présent aujourd'hui pour ce webinar. Merci d'ailleurs Isabelle pour la petite présentation. Je me permets peut-être juste avant la présentation sur le no-code, voilà, de représenter Allegria. Allegria Group, effectivement, Laurent, et non pas juste Allegria Academy. Moi, je suis cofondateur d'Allegria Group. Chez Allegria Group, nous avons 3 activités qui sont toutes autour du no-code. La première, qui est donc Allegria Academy, qui est une école de formation au no-code. Nous avons plusieurs types de formations, mais elles ont toutes le même objectif, former des personnes à devenir des professionnels du no-code. Une deuxième activité, Allegria Solutions, où nous réalisons des prestations de services pour des entreprises de toute taille. Ça va vraiment de la start-up à l'entreprise du CAC 40. Et puis, une troisième activité, Allegria Network, qui est notre communauté de développeurs no-code professionnels, qui est aujourd'hui la plus grande communauté de développeurs no-code en Europe, et dans laquelle il y a 250 personnes à peu près. Maintenant, je vous propose peut-être qu'on passe à la slide suivante. L'idée, on peut même encore passer à la slide suivante. Voilà, l'idée vraiment, pendant ces 20 minutes, ça va être de pouvoir vous parler un petit peu du no-code, reprendre vraiment les bases, les origines en fait du no-code, et puis expliquer où on en est aujourd'hui dans ce marché-là et vers où on risque d'aller, en tout cas en ce qui concerne ces technologies. Alors, pour démarrer, effectivement, le no-code, c'est quelque chose qui existe depuis déjà un certain temps. Ça dépend de la définition en fait que l'on en fait, mais c'est vrai qu'on a vu les premières apparitions d'outils qui peuvent s'apparenter à des outils no-code dès les années 80. Avec HyperCard sur Mac. Moi-même, pour rien de vous cacher, j'étais pas encore né à ce moment-là, mais c'est vrai que j'ai pu voir en tout cas le fonctionnement de cet outil. On était aux prémices en fait du no-code. Ça peut même s'apparenter plus à des outils low-code. Je reviendrai tout à l'heure sur la différence entre les deux. Puisqu'il y a des interfaces qui nous permettent de faire ce que font des développeurs, mais on a également la possibilité, et on doit même en fait intégrer un petit peu de code pour que tout ça fonctionne. Le no-code a ensuite vraiment évolué avec, là je parlais rapidement d'Excel. C'est vrai qu'Excel c'est un logiciel voilà aujourd'hui qui peut s'apparenter à du no-code, puisque typiquement en utilisant les macros alors sans forcément passer par VBA, mais c'est vrai qu'on peut réaliser des premières automatisations. Mais on a surtout vu apparaître au début des années 2000 des outils comme WordPress, par exemple, que vous connaissez, j'imagine, puisqu'aujourd'hui, cet outil représente tout simplement 35% de tous les sites Internet dans le monde. WordPress, pour, on va dire, les puristes du no-code, c'est pas vraiment en fait un outil no-code. Tous ces outils-là, en réalité, ne sont pas réellement des outils no-code. Si je reprends vraiment la définition stricte qu'on essaye en tout cas de donner à ces outils-là, c'est vrai qu'aujourd'hui, cette définition n'a pas encore été déposée. On travaille d'ailleurs en ce moment avec le syndicat français des professionnels du no-code à déposer une définition officielle du terme auprès de l'AFNOR. Mais en tout cas, la manière dont on définit ça chez nous, ce sont des outils qui permettent de faire ce que font des développeurs, c'est-à-dire développer des applications sans avoir à taper une ligne de code. Et la particularité de ces outils, c'est que c'est des outils qui se veulent quand même relativement génériques. Ils n'ont pas forcément d'utilisation prédéfinie. Voilà. WordPress, à la base, c'est vraiment fait pour faire des blogs, à la toute base. Et donc, ça a vraiment un usage qui est vraiment défini. Après, effectivement, on a vu avec l'arrivée de plugins comme Elementor, par exemple, sur WordPress, élargir les capacités de cet outil. Mais c'est vrai qu'on va très vite devoir rentrer dans le code, en fait, quand on veut faire de l'ultra personnalisation sur WordPress. C'est à peu près la même chose sur Shopify, qui a d'ailleurs été lancé juste après et qui a de toute façon un usage vraiment défini, qui est celui de faire des sites e-commerce. Voilà. Si je reviens même un petit peu plus en arrière, au tout début de l'informatique, et là Isabelle, si tu peux passer sur la slide suivante, ça serait parfait. Alors en fait, pour remettre, je dirais, le no-code dans l'histoire de l'informatique au global, c'est vrai qu'il s'agit finalement d'une évolution
de la programmation traditionnelle. On a commencé voilà, dans les années 60 avec vraiment des langages qui étaient très proches des langages machines. Enfin, c'est même purement des langages machines puisque c'est du binaire, c'est-à-dire des 1, des 0. C'est très bien pour les ordinateurs. Les machines comprennent très bien ce langage. C'est un peu plus problématique pour nous en tant qu'humains. C'est très difficilement intelligible. Comprendre des suites de 1 et de 0, c'est vrai que c'est pas facile. Et en fait, l'informatique a évolué dans le sens de se rapprocher de plus en plus du langage des humains, de notre langage, avec les assembleurs, les langages de programmation, les frameworks. En fait, on a toujours rajouté une couche d'abstraction supplémentaire, ce qui nous permet vraiment de pouvoir utiliser ces langages, communiquer avec ces outils pour développer ce que l'on souhaite réellement développer. Le no-code, c'est finalement qu'une couche d'abstraction supplémentaire. On n'a même plus à taper des lignes de code. Ça va se faire de manière visuelle. On parle d'ailleurs très fréquemment de programmation visuelle, où on va en fait assembler des blocs ensemble sur des interfaces, connecter des outils entre eux grâce à des workflows qui, de la même manière, se représentent de manière visuelle. Et c'est vrai que je ne l'ai pas mis ici sur cette slide, mais finalement, ce qu'on est en train de voir également, c'est on est en train de se rapprocher encore plus du langage humain. Et là, on parle carrément de langage naturel avec l'intelligence artificielle qui maintenant permet d'ores et déjà de pouvoir construire des applications tout simplement avec des phrases, avec un langage humain. Alors évidemment, que ce soit le no-code ou l'intelligence artificielle, ça ne va pas remplacer le développement traditionnel. Ça va juste permettre au plus grand nombre de pouvoir créer des applications et aux développeurs de pouvoir se concentrer justement sur les tâches où ils vont vraiment avoir de la valeur ajoutée, c'est-à-dire les fonctionnalités les plus complexes. Ça plaît énormément aux développeurs, puisqu'en fait, c'est dommage d'utiliser un développeur, par exemple, pour faire un site web classique, alors même qu'on pourrait passer par un outil no-code, ou voire même il suffit de demander en fait à une intelligence artificielle de le créer. Donc voilà, on est en train de voir cette évolution-là. Et aujourd'hui, le no-code, c'est vraiment quelque chose ce sont des technologies qui arrivent à un stade de maturité suffisamment important pour qu'ils puissent être utilisés dans un cadre vraiment professionnel. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, il y a déjà beaucoup d'entreprises qui utilisent des outils no-code et ça ne se cantonne plus du tout à la simple start-up, mais il y a même des grandes entreprises du CAC 40 qui ont maintenant des départements no-code, low-code. C'est le cas, par exemple, là, je pense à L'Oréal, avec qui nous travaillons, par exemple, qui a aujourd'hui un département no-code, low-code, directeur de ce département-là, une directrice en l'occurrence. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment pris au sérieux par toutes les entreprises, puisqu'évidemment, ça permet de gagner énormément en productivité. On va pouvoir passer sur la slide suivante. On va passer très rapidement là-dessus, mais effectivement, le no-code, c'est des technologies qui aujourd'hui sont possibles grâce à deux évolutions majeures de l'informatique, qui sont premièrement le cloud. Alors aujourd'hui, la majorité des outils no-code sont sur le cloud. On recense énormément d'outils. Aujourd'hui, on recense plus de 800 outils no-code, donc c'est vraiment très très large comme marché. Et certains de ces outils ont des solutions, sont des solutions open source. On a également la possibilité pour certains de pouvoir les installer on-premise et donc qu'elles ne soient pas forcément hébergées dans le cloud. Donc voilà, ça va vraiment dépendre des outils, mais c'est vrai que quand même 99% de ces outils-là sont hébergés dans le cloud. Et ce qui permet justement de construire des architectures complètes avec des outils no-code, ce sont bien évidemment les API qui permettent donc de connecter les applications entre elles et de les faire communiquer. Sans ça, c'est vrai que aujourd'hui, les outils no-code auraient du mal à exister. On peut passer à la slide suivante. Voilà, donc ça, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, vraiment. Mais c'est vraiment la définition du no-code telle que nous, en tout cas, on la donne. Ce sont des outils qui permettent de faire ce que font des développeurs sans savoir coder. On peut aller justement sur la slide suivante. Donc là, je voulais juste faire un petit aparté parce que c'est vrai qu'on parle également beaucoup de low-code, de no-code et de low-code. Alors, qu'est-ce que c'est la différence en fait entre ces deux mots ?
Les outils low-code, c'est des outils d'ailleurs qui sont arrivés avant en fait les outils no-code. Et la principale différence, c'est qu'en fait les outils low-code s'adressent en réalité à des développeurs. Ça ne veut pas dire que des personnes qui n'ont pas de compétences en développement ne vont pas pouvoir utiliser ces outils low-code. En revanche, elles ne vont pas pouvoir les utiliser complètement. C'est-à-dire que c'est des outils qui, pour être installés, pour être déployés au sein d'une entreprise, ont forcément besoin de développeurs pour pouvoir les mettre en place et pour pouvoir commencer à créer des applications dessus. À l'inverse, le no-code, c'est vraiment accessible à tout le monde. C'est-à-dire que moi, qui ne suis d'ailleurs pas développeur à la base, eh bien, je suis capable de construire des applications en partant de zéro, vraiment d'une feuille blanche, grâce aux outils no-code. En revanche, ça ne veut pas dire que je ne vais pas pouvoir intégrer du code dans ces outils no-code. Et là, on parlera dans ce cas-là plutôt de no-code plus code, puisque évidemment, tous ces outils-là, en tout cas la majorité de ces outils, permettent aux utilisateurs de pouvoir intégrer des lignes de code pour pouvoir aussi repousser les limites, évidemment, qu'ont ces outils-là. Et donc, naturellement, ça s'adresse à beaucoup plus de monde. Aujourd'hui, seulement 0,3% de la population qui sait coder. Voilà, nous, notre mission, c'est vraiment d'essayer de pouvoir démocratiser ces outils-là, puisque il y a une vraie pénurie de talents dans l'informatique. J'ai en mémoire, aux États-Unis, je crois qu'il manque à peu près 1 500 000 personnes, ne serait-ce que pour répondre à la demande existante. Or, cette demande est vraiment en train de croître chaque année. Et le no-code est vraiment la solution, la réponse en tout cas, à cette problématique-là. Et aujourd'hui, on pense en tout cas que d'ici quelques années, ça pourrait représenter à peu près 20% de la population qui pourrait utiliser ces outils-là. On peut passer à la slide suivante. Alors, bon, là, très rapidement, évidemment, quels sont les avantages d'utiliser des outils no-code ? Là, on a mis des chiffres. Évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça. Ça va vraiment dépendre des cas d'usage. Mais globalement, c'est vrai qu'utiliser des outils no-code, ça va être plus rapide. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a aujourd'hui beaucoup de développeurs, je crois que c'est à peu près 50% des développeurs qui utilisent déjà des outils no-code. Ils utilisent des outils no-code pour faire justement la base d'une application, pour construire, je dirais, la majorité d'une application. Et puis après, ils vont ajouter des lignes de code, comme je le disais tout à l'heure, pour pouvoir repousser un peu les limites de ces outils. Donc évidemment, ça permet d'aller plus vite. 2 fois plus vite, j'ai envie de dire que c'est quand même quelque chose de très conservateur, puisqu'en pratique, on a déjà vu sur certaines applications des développements allant jusqu'à 10 fois plus rapide que si on partait d'une feuille blanche en tapant des lignes de code. Évidemment, cette célérité plus importante va également impacter les coûts de production. C'est donc moins coûteux de passer par des outils no-code. Alors, j'ai envie de dire que ce n'est pas valable dans 100% des cas. Ça va être valable quand même dans une grande majorité des cas. Ça va dépendre de l'outil, ça va dépendre du cas d'usage, mais c'est vrai que donc ça va quand même globalement coûter moins cher, et c'est vraiment pour ça en fait que les entreprises décident de passer au no-code. C'est aussi pour pouvoir en fait décharger la DSI qui se retrouve accablée sous les demandes, qui a un backlog à 6 mois, et ça crée parfois même une certaine frustration de la part des équipes métiers. L'idée vraiment à travers le no-code, c'est justement de pouvoir redonner le pouvoir à ces équipes métiers. Ne dépendez plus de la DSI pour développer vos applications, faites-les vous-même grâce aux outils no-code. Bien évidemment, pour que ça fonctionne, il faut aussi que la DSI soit quand même à l'origine de l'implémentation de ces outils dans l'entreprise, et qu'elle puisse mettre en place une architecture et une gouvernance qui soit cohérente par rapport à ce qu'elle souhaite faire. L'avantage de passer aux outils no-code également, c'est qu'on va malgré tout arriver à un niveau de personnalisation qui vraiment va être le même que pour des outils, que pour des langages de programmation plus classiques. C'est-à-dire que vraiment, en fonction de l'outil évidemment qu'on va choisir, on aura la possibilité vraiment de partir d'une feuille blanche et d'arriver à un résultat qui aurait très bien pu être fait en code. D'ailleurs, vous utilisez déjà aujourd'hui des applications qui sont faites en no-code, c'est juste que vous ne le savez pas. Et puis, évidemment, ça permet aux équipes d'être plus autonomes. Au-delà de ça, quelque chose qui peut être fait, et c'est quelque chose qu'on fait beaucoup aussi avec nos clients, on va par exemple développer une application, et puis ensuite on va passer la main en fait à notre client, on va former cette personne sur la technologie. Alors évidemment, c'est quand même des technologies qui
en fonction de l'outil qui va être utilisé, demande une formation, c'est vraiment nécessaire. C'est pas parce que c'est des outils no-code. Alors certes, c'est plus accessible, mais justement, le piège là-dedans, c'est que beaucoup de personnes se sont tout de suite lancées sur ces outils sans avoir même une connaissance basique du fonctionnement du web et puis de l'informatique de manière générale, ce qui fait que derrière, on se retrouve à faire des erreurs vraiment grossières et qui, tout de suite, quand on va vouloir faire évoluer l'application, la maintenir, et ben, ça va être beaucoup plus compliqué, voire impossible. Donc c'est pour ça qu'il est très important de comprendre que le no-code n'est qu'une évolution de la programmation traditionnelle, comme je le disais tout à l'heure, et donc qu'il faut connaître tous ces concepts de base qui vont faire de vous un bon développeur no-code. On peut passer à la slide suivante. Alors voilà, l'idée c'est de pouvoir vous parler de l'écosystème aujourd'hui, donc où est-ce qu'on en est. On peut passer tout de suite à la slide suivante. Il me reste combien de temps? Je pense qu'il doit me rester à peu près 5 minutes. C'est ça. C'est Voilà, ça, 5 minutes. c'est parfait. Je pense que je vais pouvoir être dans le timing. Donc là, c'était juste pour vous donner une petite idée aujourd'hui du marché du no-code. Alors, c'est déjà un marché énorme, hein, puisque là, on a fait un petit. Alors, évidemment, en fonction des études, en fait, la taille du marché va dépendre, et puis les estimations ne sont pas les mêmes non plus. Quoi qu'il arrive, c'est un marché qui a une croissance prévue sur les prochaines années vraiment colossale, hein, puisque on est en moyenne à 30% parmi les différentes études de croissance chaque année, ce qui est par rapport je dirais, un marché classique, un marché qui est vraiment donc en forte croissance. Voilà, on estime que d'ici 2027, au maximum, c'est un marché qui fera quand même 125 milliards de dollars. Donc, c'est tout simplement considérable. On va passer à la slide suivante parce qu'elle me semble vraiment essentielle. On va même, voilà, voilà, celle-là, parfait, très bien. Donc là, l'idée, c'était de pouvoir aussi vous présenter l'écosystème au global, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, effectivement, il y a plus de 800 outils no-code sur le marché. Ce qui va être vraiment important dans la réussite, je dirais, de l'utilisation de ces outils, ça va être de choisir le bon outil pour le bon cas d'usage. Ça, ça demande une veille constante. D'ailleurs, chez Allegria, nous, on a une équipe innovation de 4 personnes qui est vraiment en relation tous les jours avec les éditeurs, qui benchmark, qui est au courant des nouvelles innovations, des fonctionnalités qui sortent. C'est des outils en pleine évolution chaque semaine, chaque mois, il va y avoir des mises à jour et donc des nouvelles fonctionnalités qui sortent sur chacun de ces outils. Et donc, il y a vraiment je dirais, une phase d'analyse préalable avant de se lancer sur le no-code qui est vraiment essentielle et qui va être de bien comprendre ce que l'on souhaite faire et derrière de définir l'architecture la plus adaptée pour répondre à notre besoin. Évidemment, nous, on a une grille d'analyse évidemment en interne pour pouvoir décider de l'architecture la plus adaptée. Mais dans cette grille d'analyse, on va dire que les éléments les plus importants, ce serait déjà qu'est-ce qu'on souhaite faire évidemment avec, quelles vont être les principales fonctionnalités, qui va utiliser ces outils-là, quel est le niveau de maturité de chacun de ces outils? Est-ce qu'on est prêt à prendre un risque, à prendre des outils peut-être un petit peu plus nouveaux, ou est-ce qu'on veut justement sécuriser et dans ce cas-là prendre des outils qui sont un peu plus implantés sur le marché? Je prends là les plus gros outils par exemple. L'outil qui a levé le plus de fonds aujourd'hui dans le no-code, c'est Airtable, que vous pouvez voir là dans la partie base de données. Airtable a levé quand même 1,4 milliard au total. Donc, on est vraiment sur des sommes tout simplement colossales. Un autre outil sur la partie site web, qui, je pense, est le deuxième outil le plus utilisé, va être Webflow, que vous connaissez peut-être, qui ont levé à peu près 600 millions de dollars, il me semble, voire un petit peu plus, mais je crois que c'est à peu près ça. Et en fait, justement, Webflow est typiquement en train de prendre des parts de marché sur WordPress. On voit les deux courbes qui en fait, l'une est en train de monter, l'autre en train de descendre, et un jour elles se croiseront, hein, on pense en tout cas, et qui est vraiment en train de prendre des parts de marché de manière colossale. Donc voilà, tout ce que je voulais dire en tout cas sur cette slide, c'est qu'il faut vraiment se poser avant de se lancer là-dedans. Il ne faut pas y aller trop vite, puisque derrière, ça peut avoir des conséquences sur le plus long terme. Et il faut vraiment définir quels sont les outils les plus importants. Je disais tout à l'heure que, alors on peut rester sur cette slide, mais je disais tout à l'heure voilà, que les outils n'avaient pas forcément de fonction prédéfinie. Malgré tout, on va dire qu'un peu à la même manière dont fonctionnent les langages de programmation, on va en avoir certains qui sont quand même plus adaptés pour certains cas d'usage, évidemment.
certains qui sont plutôt sur du back, d'autres plutôt sur du front, et d'autres finalement qui vont intégrer en fait les 3 couches de développement. Et là, en fait, c'est tous ceux qui sont en bas à gauche de ce mapping, qui sont en fait des applications qui vont intégrer aussi bien la partie front, donc les interfaces, aussi bien les workflows et également les bases de données. Tout ça en fait dans une seule et même application. Le plus connu, ça va être Bubble là-dedans. Mais on a également Power Apps, qui est en fait la solution de Microsoft, qui a été développée par Microsoft, qui est une application no-code également. Bubble, qui a d'ailleurs été monté par un Français, mais qui reste une entreprise voilà, américaine. D'ailleurs, pour une fois, la France, on n'est pas en retard sur le marché du no-code. Je prends un exemple très concret. Nous sommes, je crois, le 3e marché de Bubble après les États-Unis et l'Angleterre. Donc voilà, on n'est vraiment pas trop en retard. Et d'ailleurs, la plus grande communauté aujourd'hui, je dirais, d'amateurs de no-code, à différencier avec nous, notre communauté de professionnels, se trouve en France. Il y a plus de 8000 personnes, je crois 9000 même maintenant aujourd'hui. C'est la communauté No Code France. Et je vais conclure sur la dernière slide, et on va être dans le timing. Tout ça, là, c'est plutôt pour voilà, vous montrer un petit peu la tendance. Bon, Gartner, par exemple, qui nous explique que 80% des applications dès l'année prochaine seront développées en no-code. D'ailleurs, ils avaient sorti une étude l'année précédente où ils tablaient plutôt sur 65%. Donc en fait, on voit qu'ils ont revu leurs prévisions à la hausse. 75% des grandes entreprises qui vont utiliser à minima 4 applications no-code, low-code dans leur organisation. Alors là, on différencie ici le développement IT et le développement, ce qu'on appelle le citizen development, qui va être plutôt du coup les personnes qui sont dans les métiers, qui n'ont pas forcément de compétences en développement. Et puis, 70% des nouvelles applications qui seront en fait développées dans des organisations, donc dans un cadre professionnel, utiliseront des technologies no-code, low-code d'ici 2025, ce qui est quand même une croissance très très importante par rapport à 2020, où on était seulement à un quart des applications qui utilisaient ces technologies-là. Merci beaucoup, je suis presque dans le timing, j'ai 1 minute de retard, ça devrait aller. Et en tout cas, n'hésitez vraiment pas si vous avez des questions. D'ailleurs, je pourrais partager mon adresse email, je vais vous la mettre dans la discussion, mais n'hésitez pas si vous souhaitez échanger sur ces sujets, ce serait avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci Thomas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poser dans le chat. Donc, contrat rempli, timing respecté. Et nous allons passer la parole à Christian, qui a beaucoup de choses à nous dire. On ne te voit plus, Christian, peut-être est-ce volontaire? Non, c'est pas volontaire. La caméra est censée marcher, donc tout est censé marcher. Donc il y a quelque chose qui... Je vais couper et la remettre. Oui. Je sais pas, quelque chose ne marche pas. Vous m'entendez, mais il n'y a pas le son. Attendez, je regarde dans les paramètres. C'est quelque chose qui a... Oui, quelque chose qui... Voilà. Je me voyais tout à l'heure. Alors... Oui, non, mais on t'a vu, là, on vient de te voir, et puis tu as disparu. Ah oui, je pense que je vais revenir. Voilà. Ok, parfait. Donc, ben voilà, après cette entrée en matière où maintenant les choses, en tout cas nous espérons, les choses sont bien claires pour tout le monde sur le no-code. Bien, Christian, tu vas nous partager des retours d'expérience, donc des applications concrètes du no-code en région Grand Est, quelques éléments de synthèse, et tout ça en 20 minutes. 20 minutes, Christian. J'ai perdu du temps, mais... D'accord. Alors, je démarre. Donc, top chrono. Donc, merci Isabelle, merci Laurent et merci Thomas pour cette belle introduction sur les outils no-code. Et j'ai trouvé que c'était vraiment synthétique et intéressant. Et je voudrais rajouter maintenant des éléments par rapport à des expériences sur le terrain. Donc, moi-même, je suis basé sur Metz. Et j'ai un parcours d'entrepreneur avec plus de 4 entreprises créées depuis l'année 85, vous voyez, avec mes cheveux blancs, là. Donc, j'ai l'avantage d'être un ancien et en même temps un passionné de no-code que j'ai découvert il y a quelques années dans une formation à Berkeley aux États-Unis. Et par d'autres étudiants, j'ai découvert Bubble. Voilà, un grand sujet qui a été cité tout à l'heure. Et c'est ce qui m'a amené au fur et à mesure du no-code. Donc, j'ai développé un premier projet personnel. Peut-être passer sur la slide suivante, Isabelle. Voilà. Ce qui m'a amené au no-code, c'était le développement
d'un projet qui est incubé à The Pool à Metz, donc de Quest for Change. C'est un projet où initialement je pensais le faire développer à l'extérieur. J'avais rencontré la plupart des acteurs de la communauté no-code il y a quelques années, parce que quand on parle de 2019, ça paraît avant-hier, et en fait, dans le monde du no-code, c'est déjà extrêmement ancien. Il y a des gens comme Lucien Terbano, d'Allegria ou autres, je les connaissais déjà de l'époque. Donc, j'avais développé ce projet, je pensais le faire, et finalement, je l'ai développé moi-même en apprenant Bubble. C'est un projet personnel, et ensuite, dans un deuxième temps, je vous parlerai de mon rôle d'agence avec No-Code Project qui développe des applications. Donc, je vous parlerai de retour client et d'utilisateurs. Donc, sur ce premier utilisateur qui est moi-même, je voulais créer un projet intergénérationnel pour créer du lien entre les personnes âgées, surtout seniors, pour les rapprocher et améliorer les relations. Et j'ai voulu faire une application que j'ai développée du coup en Bubble. Et de fil en aiguille, je l'ai fait moi-même. Donc, j'avais appris Bubble aux États-Unis et je l'ai réalisé. Très franchement, j'ai fait un projet qui était trop vaste. C'est pour ça que le titre de ma slide, c'est développer un projet startup et pivoter. C'est que ces outils m'ont donné tellement de puissance et d'autonomie que quelque part, j'ai développé des cartes où les personnes pouvaient se rencontrer. J'ai développé des messageries, j'ai développé des messageries sécurisées. Vraiment énormément d'outils pour aider. Et en fait, c'est un projet startup, il faut d'abord se concentrer sur un sujet et puis grandir au fur et à mesure. C'est une règle de la startup et je suis sûr que Quest for Change sera tout à fait d'accord avec mon point. Donc, projet avec trop de possibilités. Voilà, c'était un peu dur avec le no-code et la Covid qui arrivait par-dessus. Donc, un projet senior en plein Covid, c'était compliqué. Et avec The Pool, je l'ai recentré justement sur un problème commun, et c'est ce qui m'amènera sur les prochaines slides sur ce sujet du pain point, du problème qu'il faut chercher à résoudre. Et le no-code, de ce fait, est un outil et un moyen, donc, et pas un but. Il faut bien vraiment le retourner la phrase par rapport à ça, au service des entreprises. Et donc, ça m'a amené à créer, j'ai appelé ça le Netflix de l'inclusion numérique, c'est-à-dire un player vidéo du streaming qui permet de montrer des centaines de petites vidéos problématiques, et je vais vous montrer sur la page suivante. Et vous voyez, dernièrement, je me suis même amusé sur cet outil no-code à intégrer ChatGPT, pour que mes utilisateurs puissent utiliser de manière gratuite ChatGPT et poser eux-mêmes leurs questions. Donc, en s'inscrivant sur intergenio.com, on peut même utiliser ChatGPT gratuitement et pouvoir tester soi-même, parce que tout le monde en entend parler. Mais je peux vous dire que ma maman à 85 ans m'en a parlé aussi et elle n'a jamais testé. Et avec Intergenio, elle peut le faire et poser sa petite question et voir ce qui se passe. Donc là, dans l'exemple, ce sont des rubriques. Alors là, c'est non cliquable, c'est une simple photo, mais où il y a l'accueil, l'administratif, les arnaques, les relations avec sa banque, et avec des petites vidéos à chaque fois que l'on clique sur un des boutons pour apprendre à se connecter sur Doctolib ou à utiliser ChatGPT ou créer un mot de passe fort. Autant de rubriques en 2-3 minutes pour apprendre à se débrouiller avec Internet. Voilà, se débrouiller, parce qu'aujourd'hui, si on n'est pas connecté avec Internet, si on n'arrive pas à se débrouiller, on est exclu quasiment de la société. Parce qu'il faut pouvoir réserver un voyage, mais il faut pouvoir faire ses impôts, il faut pouvoir aller sur les allocations familiales, les guichets des banques ferment. Donc, c'est vraiment un passage obligé. Voilà. Donc, c'est un projet qui est soutenu par la région Grand Est. Donc, merci mon sponsor aujourd'hui aussi pour ce projet qui est vraiment à but social pour aider et qui est gratuit pour les utilisateurs. Bien, maintenant, je vais venir peut-être sur d'autres cas de situation. Alors, oui, avant de rentrer de plus, je reviens un instant dans ma tête sur Intergenio. Oui, je parlais du pivot. C'est qu'initialement, j'avais fait beaucoup de fonctionnalités pour mon projet. Et finalement, je me suis recentré sur une fonctionnalité. J'aurais fait ça en code traditionnel, et je ne suis pas développeur, mais j'aurais brûlé tout mon budget. On aurait pu parler de centaines de milliers d'euros brûlés, et j'aurais jamais pu faire ce pivot et changer mon entreprise. Alors que là, grâce à des outils comme Bubble en no-code que je maîtrisais, quasiment l'idée générale pour passer de l'un à l'autre et dire tiens, j'ai une idée, je voudrais faire un Netflix des vidéos, j'ai l'idée et la mise en place d'une toute petite maquette simple, j'ai dû mettre quelques jours pour le faire. Peut-être 1, 2, 3 jours, juste pour montrer déjà l'idée à quoi ça pouvait fonctionner. Bien sûr, après, ça prend du temps, il y a des choses à faire et à travailler, et ce n'est pas si simple. Mais c'est quelque chose qui est incroyable sur la notion de rapidité, de mise en œuvre des outils. Voilà, donc je voulais faire, voilà, je vais reprendre maintenant le fil, Isabelle, merci beaucoup. Donc effectivement, maintenant, je vais vous parler quelque part de mon autre casquette, c'est celle de No-Code Project, où d'un côté, j'ai ce projet que j'ai créé à titre personnel d'Intergenio, et à côté, tous ces outils no-code, je les ai trouvés vraiment incroyables.
Moi-même, je suis chef d'entreprise avec des fonctions de CEO, PDG depuis plus de 20 ans. Et j'aurais adoré découvrir ces outils beaucoup plus tôt parce qu'ils sont vraiment changeants dans l'entreprise. On utilise énormément Excel pour plein de choses. Mais Excel, c'est un tableur, ce n'est pas de la gestion de base de données. Donc, je vais vous montrer quelques exemples de clients que j'ai accompagnés, de projets qui sont en cours de préparation pour voir un petit peu ce qu'il en est. Donc, c'est vrai que dans cette discussion aujourd'hui sur le no-code, on pourrait être tenté de parler quelque part surtout de la technologie, même si elle est super facile, alors qu'en réalité, le vrai sujet avec toutes les entreprises que je fréquente tous les jours, c'est quoi le problème? Quel est le problème qui est répétitif, chronophage, que l'on fait tous les jours et qui consomme énormément de temps, qui souvent n'est même pas très gratifiant pour les équipes qui le font? Et donc, c'est cet aspect-là qui, pour moi, est le point de départ de tout projet. Et c'est vrai en code et en no-code en réalité. Donc, c'est vraiment cette identification des besoins, voir ce que les personnes doivent résoudre comme problème. Des fois, elles sont dans une forme d'acceptation en se disant on a toujours fait comme ça. On a Excel depuis 10, 15, 20 ans. Alors, pour Thomas, un petit clin d'œil tout à l'heure, quand il disait en 85, il y avait Excel 1. Donc oui, moi-même, j'ai eu un Macintosh à l'époque, un Mac Plus et Excel 1, avant Multiplan d'ailleurs. Donc vraiment, ça remonte à super longtemps. Mais c'est vrai que ces outils, on s'est tellement habitué à Excel qu'aujourd'hui, on essaie de tout faire avec Excel, un incroyable outil. Mais aujourd'hui, les besoins de l'entreprise ne sont pas seulement le calcul de la page, mais c'est vraiment qu'est-ce qu'on va faire de la donnée et quelles décisions on va prendre pour faire les choses. Alors, must have, should have, nice to have, j'ai laissé un peu d'anglais comme dans ma présentation, mais ils sont faciles à comprendre. C'était de dire, quand on définit des projets, il y a bien sûr plein de choses super sympathiques qu'on pourrait rajouter. Et moi-même, je me suis parfois perdu avec ça aussi. Et il faut vraiment se concentrer sur qu'est-ce qu'il doit y avoir dans le projet qui va vraiment aider votre entreprise à avancer, à résoudre un problème. Et il sera toujours le temps de rajouter de la facturation envoyée électroniquement, des tableaux supplémentaires une fois que la donnée existe. Voilà, mais il faut vraiment se concentrer sur le cœur de métier pour faire justement ces développements de solutions sur mesure. J'ai rajouté un point pour les chefs d'entreprise qui ne peuvent nous entendre aujourd'hui, c'est cette notion de la conduite du changement. Donc, ça existe depuis longtemps dans les entreprises, au CJD, un peu partout. Mais avec le no-code, c'est d'autant plus le moment de le faire parce que aussi bien le dirigeant, et j'en connais beaucoup, sont déroutés par les outils no-code. Au mieux, ils sont curieux et déjà commencé en train de les utiliser. Et au pire, ils sont eux-mêmes complètement déstabilisés parce qu'on sort de la zone de confort d'Excel, de Word, des logiciels traditionnels qu'on a fait. Et si vous utilisez Airtable ou TimeTonic la première fois, ça déroute un peu que les colonnes ont des attributs, que d'un seul coup, ça va faire un calendrier autre. C'est absolument génial dès que vous avez un peu compris. Alors, dans un premier temps, il y a une phase de grosse surprise. Donc, ça veut dire que le dirigeant est surpris, il doit faire sa courbe du changement lui-même et ensuite vraiment bien accompagner les équipes dans le changement parce que tout le monde est surpris. Donc, dessous, j'ai juste mis un petit schéma de comment ça se passe quand on lance un projet, mais ça, c'était juste pour la petite histoire. Alors, laissez-moi vous montrer quelques exemples réels de problématiques rencontrées et voir un peu comment elles ont été résolues et comment elles ont été faites. Donc, j'ai fait ça un peu dans un esprit STAR, on appelle ça en anglais, situation, task, action, résultat. La première, c'est une société de construction immobilière dans la région ici Grand Est, qui a concrètement une assistante. Donc, j'avais rencontré le dirigeant sur un salon et qui me dit non, mais tout va bien avec les applications, jusqu'à ce qu'il pense à son assistante qui, tous les jours, faisait le même tableau Excel, 1 heure tous les jours. Et en fait, ils ont des programmes immobiliers avec 70, 80 appartements, terrain, sur lequel les particuliers doivent prendre une option pour le faire construire. Alors, je développe un peu plus celui-là. Et du coup, l'assistante devait rentrer dans un tableau Excel les nouvelles personnes qui s'inscrivaient au programme, devaient suivre au bout de 10 jours s'ils avaient levé l'option ou non, et éventuellement prendre les actions correspondantes, mettre à jour, faire des erreurs, etc. Donc là, j'ai utilisé Airtable dans cet exemple, qu'effectivement dont parlait Thomas tout à l'heure, qui est vraiment super intéressant. Et en fait, tout simplement, des formulaires, des forms peuvent permettre que les acheteurs, les particuliers remplissent leurs informations. Ils ne vont pas se tromper dans ce cas-là. Il n'y a pas de ressaisie. Ça remplit automatiquement les tableaux de l'assistante. Et après, on va avoir des notions de calcul et de formules qui vont dire ben, ça a été enregistré à telle date. 8 jours plus tard, on va faire une relance. Donc, dans ce cas-là, on rentre dans une démarche commerciale que automatiquement, on sépare ce qui a été transformé et validé de ce qui ne l'est pas.
Et on va pouvoir avoir des actions commerciales et autres, apporter des tableaux de bord pour le dirigeant qui est en instantané et en permanence à toutes les données de l'entreprise, ce qui est extrêmement, extrêmement confortable. Donc, dans le ROI, ce serait 1 heure par jour, concrètement, parce que tout ce travail est fait pour les autres et on est directement en synthèse, beaucoup moins. Et puis, des choses subsidiaires, c'est beaucoup plus gratifiant pour la secrétaire de direction de faire une tâche valorisante que de faire quelque chose comme ça tous les jours, vraiment de manière ingrate. Ma société de nettoyage, alors je vais aller peut-être un peu plus vite, mais 20 personnes, c'est voilà, une affaire tout à fait réelle, qui tous les mois relèvent les heures qui ont été prestées, effectuées auprès des particuliers, qui à ce moment-là récupère les feuilles manuscrites, fait 4 jours de ressaisie, commence à facturer les clients, donc en fin de mois après ces 4 jours de saisie, et qui généralement fait la paye le 10 du mois, le 10 après, quoi, 10 jours plus tard. Donc, si on regarde dans les choses négatives, effectivement, la facturation lointaine, c'est comme du cash et du BFR qui va manquer. Payer les salariés à J+10, J+12, c'est pas du tout motivant, encore plus dans une société de nettoyage qui sont souvent des missions ingrates et très, très difficiles à recruter. Donc là, pareil, même esprit que précédemment avec Airtable, aussi, formulaire qui remonte du coup jour par jour en direct depuis le smartphone des personnels, les informations. Elles sont mises à jour automatiquement dans le tableau. Il n'y a absolument aucune ressaisie. Ça veut dire que les facturations peuvent démarrer plus tôt. Et bien sûr, on peut aller plus loin en préparant les payes, en préparant les facturations et autres. Voilà. Donc vraiment, il y a un tableau de bord visible pour l'entreprise, très pratique. Donc là, rien que si vous regardez 4 jours par mois de ressaisie, vraiment de la bête ressaisie, hein, sans aucune valeur ajoutée, transformer ça en salaire horaire ou en salaire journalier, les coûts sont incroyables. Et derrière, je mettrai dans les choses positives cette notion de la trésorerie qui rentre plus vite, qu'on peut facturer en temps réel, sans même considérer qu'on peut envoyer des factures automatiques à partir des chiffres du tableau. C'est parfaitement envisageable. Donc, ça veut dire qu'on saute encore une étape et ça part directement. Qu'est-ce que j'ai dans les exemples suivants donc là, j'ai donc une PME de soudure industrielle, alors qu'il devait nous rejoindre ce matin pour témoigner, mais il a un rendez-vous exactement à la même heure. Donc, lui, cet entrepreneur qui a une quarantaine de salariés ici en Moselle, a des grands donneurs d'ordre au niveau industriel pour ces grands points de soudure, qui veulent des informations en temps réel. Donc, ils veulent en savoir où sont les chantiers, ils veulent avoir des tableaux de Gantt, ils veulent savoir où ça se passe. Et subsidiairement, les paiements des factures sont selon l'avancée des chantiers, vraiment donc à la virgule près. Donc, si cette PME a des difficultés de ses Excel à répondre en temps réel aux avancées, dans ce cas-là, c'est autant de facturation qui se fait en retard et d'encaissement qui va se faire plus tardivement. Donc là aussi, le BFR pour une PME d'une quarantaine de personnes, ça compte vraiment énormément. Donc là, voilà, on a transformé ces Excel parce que les équipes étaient vraiment dans l'industrie, le plus proche possible dans l'Airtable pour vraiment qu'on réduise la contrainte de perte du fil. Et au fur et à mesure, ça a remonté toutes ces infos à la soudure près avec les contrôles qualité qui ont été faits à la soudure près. Ça veut dire que d'un seul coup, tout son contrôle qualité était automatisé en effet positif. On peut incidemment vérifier la qualité des soudures, on peut vérifier les rentabilités, etc. Donc, vraiment un outil extrêmement utile pour cette personne-là. C'était en Airtable. À côté, j'ai mis un bureau d'ingénierie qui travaille pour des grands projets de bâtiments. Et dedans, il y a toujours forcément des phases d'avancée avec des documents à fournir. Et dans ce cas-là, il faut pouvoir le suivre. Donc là, on se trouve avec une base de données contacts, affaires, clients. Tout ça, ça se croise, les factures sont rattachées. Alors qu'avant, je vous dis franchement, ce jeune chef d'entreprise, avec une PME en belle croissance ici dans la région, se retrouvait avec 3-4 Excel à gérer, plus du stockage sur un autre support, avec du coup, pas de lien entre l'information. Alors que là, maintenant, une affaire, elle a des factures, elle a des pièces, elle a un timing, elle a des ressources affectées, etc. Et c'est beaucoup plus facile. Et son sujet, je l'ai mis scalabilité, ça veut dire grandir. Aujourd'hui, cette entreprise a plusieurs sites, est en croissance forte. Et en réalité, aujourd'hui, le chef d'entreprise se trouvait complètement bridé dans son développement par cette démarche-là. Et on l'aide sur ce point. Donc, j'ai peut-être 1 ou 2 exemples pour terminer la partie exemple. Voilà, dans le même esprit de la gestion de projet, un exploitant de champs photovoltaïques. Donc là, c'est des centaines de projets qu'il faut suivre de très près, avec énormément d'administratifs, de pièces à fournir, d'étapes et de gestion à suivre de très près. Ce sont des projets qui durent sur 30 ans.
avec des encaissements sur 30 ans, des financements sur 30 ans avec des revenus des centrales. Donc, qu'il faut suivre avec des outils pérennes. Donc, celui-là, je l'ai mis sur TimeTonic. TimeTonic est un cousin français d'Airtable et qui présente d'avoir un stockage des données sur Paris. Et du coup, en termes de RGPD, de pérennité et autres, et d'accès à l'éditeur pour discuter, vraiment un élément très important. Concrètement, eux, aujourd'hui, ils ont une personne juste dédiée à la gestion de ce tableau-là et de suivi en permanence. Puis à la fin, je vous ai mis un exemple différent avec Bubble. Tout simplement, c'est une grosse fédération qui a 300 associations, 20 000 membres, et qui reçoit des petits chèques de cotisation, qui les ressaisit pendant 5 jours par mois, des petites sommes et tout. Et donc là, on est en train d'automatiser les paiements, d'avoir un site global qui permet de se connecter, d'apporter des services de réduction pour les membres. Donc voilà, aujourd'hui, un quart du temps est affecté à faire le travail. Vous voyez, quand on parle de gain de temps, il faut se rapprocher aussi à des coûts. Et surtout, cette fédération va apporter une stratégie de fédération à l'ensemble de ses membres. Voilà. Donc, si on passait sur la page suivante, il me reste quelques minutes. Voilà, il reste quelques minutes, Christian, pour faire une synthèse. Ça, en synthèse. Donc, peut-être avancer sur la suivante. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, tous ces outils no-code, ces outils de code visuel, ils sont faits avec, d'un côté, une courbe où la plupart les personnes intéressées sont des solo-entrepreneurs, des petites entreprises qui doivent se débrouiller, qui ont peu de ressources, à qui ça permet d'être un peu l'homme orchestre que vous voyez là. Et beaucoup de startups aujourd'hui plongent dans ces outils no-code. À l'autre bout de la courbe, on trouve les grands groupes, comme a cité Thomas, avec des gens comme Total, comme Dell, comme L'Oréal et autres, qui ont des responsables de la recherche et de l'innovation qui vont aider à faire des side projects en dehors de l'architecture maison. Et il sera toujours temps ensuite de les mettre à l'intérieur de la grande architecture. Donc, ça, c'est deux extrêmes, ces deux pôles sont ceux qui cherchent le plus les outils no-code aujourd'hui. Et au milieu, ce que je vois au quotidien, c'est toutes les PME qui ont le plus de difficultés avec Excel, à quitter Excel, à évoluer, à des moments où en réalité, il faut automatiser, on a des difficultés à recruter au quotidien. Et dans ce cas-là, faire des tâches rébarbatives n'est pas vraiment une bonne solution. Au contraire, il faut utiliser chaque ressource de la meilleure manière dans l'entreprise. Et c'est vraiment des réponses à ces points-là. Je vais peut-être changer de slide. Voilà, donc effectivement, petite ou grande, ça concerne tout le monde. Je vais faire court, il me reste vraiment une minute, je crois, ou deux. Voilà, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le time to market, cette notion d'aller vers le marché, elle est beaucoup plus rapide avec ces outils. Bon, Thomas parlait tout à l'heure de x2. Selon les projets, ça peut être x2, x5, parfois x10. Au moins, montrer une idée comme je l'ai fait, ça a été quelques jours. Donc, très agile. Des itérations, ça veut dire on développe quelque chose, on montre au client, on teste, le client, ça ne lui convient pas. Hop, on fait une version 2, on fait de l'A/B testing. Et du coup, tout de suite, on est sans arrêt en train de modifier le projet, de le faire évoluer, de l'améliorer. Faites ça en code traditionnel, et dans ce cas-là, les rythmes sont en semaines ou en mois entre les différentes phases, alors que là, à des moments, vous êtes en jours pour avancer et faire évoluer votre produit et le mettre le plus vite possible sur le marché. Bien sûr, ce sont des produits qui aujourd'hui sont vraiment puissants, ce ne sont pas des jouets, ce sont vraiment des produits pour grandir, pour faire grandir des entreprises. Voilà, on a vu des exemples tout à l'heure d'entreprises qui ont levé des centaines de millions d'euros ou de dollars avec ces projets-là. C'est important. Et puis moi, je l'ai mis pour moi, mais ça permet de pivoter, ça permet de faire des erreurs. Bon, c'est l'itération aussi, hein, pour améliorer les choses. Une page, Isabelle, voilà. Donc, voilà, tout à l'heure, on était sur 2 fois plus vite. Moi, j'ai tendance à dire 4 fois plus vite. Mais voilà, dites-vous que 3 mois, c'est 1 an dans le code traditionnel. Vous connectez plein d'outils extérieurs. Voilà, j'ai même mis ChatGPT parce que je me suis amusé à mettre ça sur Intergenio. Et ça veut dire que ce dont vous entendrez parler aujourd'hui, d'avoir un chatbot malin qui fonctionne sur votre projet d'entreprise, c'est pour toutes les PME qui nous regardent aujourd'hui, c'est quelque chose de tout à fait faisable. Donc, à vos questions métiers, au lieu de répondre de manière généraliste, vous arrivez à faire quelque chose de très précis et qualitatif. Puis voilà, comme je dis, il sera toujours pas en train de passer au code plus tard ou d'utiliser des développeurs pour des tâches plus valorisantes. C'est en ligne, donc on peut travailler à distance, même avec le télétravail en ce moment. Et puis, je crois que c'est peut-être la dernière qui arrive, je ne sais plus. Oui, tout à fait. Voilà, je vois que je suis pas mal. Voilà. J'ai accéléré la parole à la fin. Merci beaucoup pour ce partage de passion.
Donc on a une vision maintenant, je pense bien complète du no-code et puis surtout, la preuve par l'exemple, hein. Je pense que c'est toujours ce qui est important, et merci pour le partage de ces exemples, en l'occurrence Christian. Voilà, Je vous j'ai mis mon mail dans le pardon? chat. J'ai mis mon Oui, mail comme Thomas dans le chat, comme ça c'est fait. Pas des questions. oui. Oui, alors il y avait quelques questions effectivement, comment se faire accompagner? Quel est le coût d'un projet no code? Donc je ne sais pas, notamment sur ce dernier point, si, Christian ou Thomas, vous avez quelques abacs à partager. Alors on l'a vu, hein, ne serait-ce qu'en gain de temps, ça peut donner des indications, mais, peut-être Christian par rapport, aux exemples, partagés? Alors, ça, en fait, avec le no-code, on peut aller on se débrouille soi-même et on apprend les choses. Donc, à la limite, on va dire c'est quasiment gratuit ou le prix de formation où on va s'inscrire. On se fait accompagner et ou bien on fait faire le projet avec l'entreprise sur mesure. Pour donner un ordre d'idée, ça va de quelques milliers d'euros à quelques dizaines de milliers d'euros. Là où en code traditionnel, vous seriez plutôt entre 40 et 50 000 pour une application, un début de MVP à peut-être 200 000 pour un projet vraiment travaillé. Donc, vous voyez, on change complètement d'échelle par rapport au temps et par rapport au coût, sachant que je tiens à faire de la publicité pour la grande région Grand Est, il y a aussi des subventions qui existent pour les PME sous condition de NAF, de taille, etc., et de chiffre d'affaires. Mais il y a aussi des aides qui existent au niveau de la région pour supporter les projets. Thomas, tu voulais peut-être rajouter un élément dessus, sur cela, de ton point de vue? Non, après, c'est vrai que c'est toujours difficile hein, dans le cadre de tout projet IT de répondre à cette question-là. Effectivement, on a quelques abacs, mais enfin voilà, je pense qu'il faut plutôt se dire, OK, par rapport à un projet classique, en tout cas, que ça coûte moins cher que ça peut coûter, en tout cas, de 2 à 10 fois moins cher, en fait, en fonction du projet. Mais c'est très difficile de répondre de manière générique, en tout cas, à cette Mmh. question. Mmh. Mmh. Merci pour ce retour et pour la partie accompagnement. Justement, c'est toute cette réflexion aussi que nous souhaitons commencer avec vous. Et donc, ça me permet de faire la transition sur la dernière partie. Bien effectivement, pour avoir votre retour, votre vision du no-code, votre appétence, vos besoins, notamment en lien avec les compétences. Et pour ce faire, je vous propose de rejoindre un sondage Klaxoon, Je, donc quelque chose de somme toute classique, je pense aujourd'hui. Donc si vous le voulez bien, normalement, en utilisant le code ou en scannant le QR code, vous devez arriver directement sur le sondage. Donc, si les premiers. Merci Thomas. Effectivement, je sais que tu avais une contrainte de temps. Donc, merci beaucoup Merci pour ce beaucoup. partage. Au Et revoir. puis, je pense à une prochaine occasion. Voilà, de toute Voilà. façon, on se tient au courant pour la suite. Oui, Merci beaucoup. Au revoir. exactement. Au revoir. Est-ce que du côté sondage, c'est bon pour vous? Je vais juste me permettre, normalement, je devrais voir. Ouais. Est-ce que du coup, voilà, il y a déjà 4 participants sur le sondage. 5, ça augmente. Est-ce qu'il y en a qui ont des difficultés pour y arriver? Voilà, vous avez 11 questions avec une première partie qui permettent, une première partie de les 4 premières questions plutôt pour voir où vous en êtes par rapport au no-code. Ensuite, quelques questions sur les compétences. Et puis, ce qui est important pour nous aussi, c'est d'avoir vos attentes, pour, potentiellement des prochains webinaires ou, des sujets que vous souhaiteriez voir traités autour du no-code et bien sûr votre avis par rapport à ce webinaire. 10 participants.
On va peut-être se laisser encore 2 minutes. Le sondage restera ouvert de toute façon. Le lien, je vais y revenir. Voilà. Vous l'avez à l'écran. Code. OK. On laisse peut-être les derniers arriver et comme dit, le sondage va rester ouvert, donc pour veiller à tenir le timing, bah, je vous laisse continuer le questionnaire, le sondage et peut-être en parallèle, bah, juste, partager avec vous deux informations complémentaires. Donc j'évoquais le Grand Est Transformation Numérique, le centre de ressources et d'expertise, numérique, de la région, Grand Est, donc qui est animé par le Grand I9+. En lien avec les services de la région Grand Est. C'est vraiment une dynamique de la région, issue du Business Act. Notre vocation est de fédérer et d'animer les offreurs de solutions, en particulier à travers des communautés, mais également de permettre aux offreurs d'intégrer un catalogue pour être mis en visibilité d'entreprises qui vont émettre des projets de transformation. Donc, ce lien entre les parcours de transformation et l'offre régionale. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc, là aussi, il y a un process existant. Vous avez le QR code. Il y a un questionnaire à renseigner qui vous permettra de cibler les thématiques, les communautés que vous souhaitez rejoindre au sein du Grand Est Transformation Numérique, mais potentiellement également au sein du Grand Est Transformation Industrie, qui est fortement lié au numérique. Donc voilà, rejoignez-nous pour faire partie de cette dynamique régionale. Et enfin, dernier point, information que je souhaite partager avec vous, c'est celle qui concerne le grand rendez-vous du mois de juin. Pour ceux qui ne l'ont pas encore noté dans leur tablette, l'événement 360 Grand Est, donc un événement qui incarne la politique régionale, en particulier en matière de transformation. Donc, quelles sont les grandes tendances, donc avec des intervenants de renom. Cette année, c'est sur 2 jours, donc 22 et 23 juin. Pour ceux qui connaissaient déjà le 360 dans sa version originale, puisque nous en sommes à la 3e ou 4e édition, la première journée sous un format classique autour de la transformation numérique, industrielle, environnementale et le sujet de la santé. Et cette année, nous rajoutons une 2e journée autour du sujet des compétences, où nous traiterons ce sujet en lien avec chacune des transitions, mettant à l'honneur un certain nombre d'études, mais également de retours d'expérience. Et dans cette journée sera organisé en particulier un Job Open Day, donc visant à mettre en relation les offreurs, les entreprises qui ont des postes à pourvoir avec des demandeurs d'emploi. Donc 2 jours à venir. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit, le programme est riche, faites votre choix. Nous serons ravis de vous compter parmi nous sur les 2 journées ou l'une d'entre elles, si c'est un focus plus particulier pour vous. Donc voilà, nous en avons terminé de ce webinaire, de ce premier webinaire. Je vous remercie d'y avoir participé. J'espère que celui-ci a répondu à vos attentes, a permis de poser le sujet du no-code, de l'éclairer avec du concret également.
Et je vous remercie d'avoir pris le temps de remplir le sondage en vous donnant rendez-vous sans doute sur une prochaine opération autour du no-code. Et merci à nos intervenants. Voilà, à bientôt. Merci, au Au revoir. revoir. Au revoir à tous, bonne journée. Au revoir.